Bonjour à tous et merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Rosine Mounezero et Mohamedou Mfa est avec moi dans ce studio pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons de la prise des antirétroviraux, ces médicaments qui bloquent la multiplication du virus du sida dans l'organisme. Nous écouterons le témoignage d'une personne vivant avec le VIH-Sida. Moi, je prends les médicaments chaque jour à 12 heures juste. Et je prends les médicaments dénommés antiprotéases de la 3e classe. Il y a un bon moment que j'avais oublié de prendre les médicaments. Je suis allé voir le médecin. Comme nous le verrons, la prise des ARV nécessite un suivi régulier par un médecin car les médicaments peuvent varier d'une personne à l'autre. Les médicaments de première ligne, c'est ce que nous donnons à toute personne qui commence le traitement. Si nous trouvons qu'il y a une certaine résistance qui ne répond pas au traitement, nous passons aux médicaments de deuxième ligne. Comment prendre ces médicaments? Quelles sont les astuces pour ne pas oublier de les prendre? Comment faire quand on oublie de les prendre? Pourquoi certains traitements ne marchent pas? Vous aurez toutes les réponses dans la suite de ce programme, mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et l'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Parlons tout d'abord de la fièvre de Lassa au Nigeria. L'on dénombre déjà 18 morts depuis le début de l'année 2018. Oui Mohamedou, depuis le début de l'année 2018, 77 cas de fièvre de Lassa ont été confirmés et 21 décès ont été enregistrés selon le Centre national de surveillance des maladies NCDC sur son compte Twitter. Le NCDC a cependant ajouté que la situation est sous contrôle. Les personnes touchées ont été recensées dans 13 États du Nigeria sur 36 et une dizaine de personnels soignants ont été infectés. Mais alors Firmin, c'est quoi cette fièvre? La fièvre de Lassa est une infection virale qui tire son nom d'une localité du nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969. Sévissant de manière endémique au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, la fièvre de Lassa, dans 80% des cas, ne présente aucun symptôme. Toutefois, elle peut provoquer des atteintes graves, hémorragiques ou neurologiques. La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Allons maintenant au Cameroun voisin où 3 morts suspects ont mobilisé les autorités qui redoutent une épidémie de fièvre hémorragique. Les 3 décès en effet ont été enregistrés dans une même famille dans la capitale Yaoundé entre le 8 et le 22 janvier dernier. Selon des spécialistes camerounais, les 3 patients souffraient d'une maladie dont les caractéristiques sont une fièvre aiguë, des éruptions sur la peau et des saignements. Des symptômes qui ont fait penser à un cas de fièvre hémorragique virale. La presse camerounaise a même évoqué l'hypothèse de la fièvre Ebola. Oui, Firmin, mais il n'en est rien selon les autorités. Effectivement, Mohamedou, le 29 janvier dernier, le ministre camerounais de la Santé a publié un communiqué pour indiquer que les tests préliminaires réalisés se sont révélés négatifs pour les virus Ebola, Lassa et Marburg. Toujours selon ce communiqué, des investigations plus approfondies sont en cours pour trouver l'origine de cette maladie. L'on sait aussi qu'un des membres de la famille des 3 personnes décédées est sous traitement et sa vie n'est plus menacée. Il a néanmoins été mis en quarantaine. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Poursuivons en nous rendant en République démocratique du Congo. Là-bas, le gouvernement a annoncé qu'elle interdisait toute importation de produits laitiers infantiles du groupe français Lactalis. C'est en tout cas ce qu'a décidé le ministère congolais du commerce extérieur. Selon un communiqué officiel publié le 30 janvier dernier, le gouvernement annonce l'interdiction de toute importation, commercialisation et consommation des produits laitiers infantiles et nutritionnels fabriqués par la société Lactalis France sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre. Les autorités congolaises qui ont dressé une liste de 32 produits concernés par cette interdiction mettent en avant des alertes sur les lots de produits infantiles et nutritionnels contaminés à la salmonella et le danger que ces produits laitiers représentent pour la santé des enfants. Oui, des produits laitiers, rappelons-le, déjà suspendus en France depuis le 9 décembre. Effectivement, Mohamedou, le 2 décembre 2017, un nombre inhabituel de souches de salmonella
ont été identifiés par le Centre national de référence chez des jeunes enfants âgés de moins de 6 mois. Les investigations ont permis d'identifier et de confirmer le lien de ces contaminations avec la consommation de produits de nutrition infantile issus des chaînes de production du groupe Lactalis, ce qui a conduit le ministère français de l'économie et des finances à suspendre la commercialisation de plusieurs produits de nutrition infantile fabriqués en 2017 par le groupe Lactalis. Enfin, un nouveau médicament contre la maladie du sommeil sera bientôt évalué en Europe. Le groupe pharmaceutique Sanofi a en effet annoncé le 31 janvier dernier avoir demandé à l'Agence européenne des médicaments d'évaluer le fexinidazole, un premier traitement entièrement oral contre la maladie du sommeil. Selon un communiqué de l'initiative Médicaments contre les maladies négligées, une ONG partenaire de Sanofi dans le cadre de cette recherche, les résultats d'essais cliniques de phase 2 et 3 menés en République démocratique du Congo et en République centrafricaine ont montré que ce produit est efficace et bien toléré. L'avis de l'Agence européenne des médicaments est donc attendu. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme nous vous le disions, cette semaine, nous parlons de la prise des antirétroviraux ARV en sigle. En 2016, selon l'OMS, plus de 19 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous traitement antirétroviral dans le monde. Les ARV sont nécessaires pour bloquer la multiplication du VIH dans le corps, restaurer les lymphocytes CD4 qui font partie du système immunitaire et réduire la transmission du VIH. Mais prendre les ARV n'est pas une mince affaire. Ce sont des médicaments qu'il faut prendre tous les jours pendant toute la vie, sans oublier qu'il faut un suivi régulier dans les hôpitaux pour éviter d'éventuels effets secondaires et les résistances au traitement. Pour en parler, nous recevons le Dr Bossiki Bernard, secrétaire exécutif adjoint du Programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC, le PNMLS sans sigle. Il est au micro de notre correspondante Béro Matanda. ARV, ou ce que nous appelons antirétroviral, ce sont des médicaments qui ont été mis en place pour lutter ou éliminer le virus du VIH. Ce qui veut dire que les porteuses du virus immunodéficience, donc le VIH, ce sont ceux-là qui prennent les ARV. Actuellement, la politique veut que toute personne dépistée séropositive, c'est-à-dire qui porte le VIH dans son corps, doit immédiatement commencer la prise des ARV, qu'il soit malade ou non malade. Parce qu'il y a une différence entre séropositif, c'est la personne qui est infectée et qui porte le VIH, et le sidéen ou le sida, celui qui fait le sida, c'est quelqu'un qui porte le VIH et qui est arrivé au stade maladie. Est-ce qu'il existe plusieurs types des ARV? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs molécules qui sont utilisées dans ces traitements. Généralement, on fait la combinaison de 3 produits, ce qu'on appelle la trithérapie, pour avoir toutes les chances possibles de pouvoir attaquer les virus. Il y a des formes qu'on appelle aussi des formes génériques et des formes de spécialité. Des formes génériques, ce sont des médicaments à moindre coût et dont le nombre de molécules aussi sont un peu limité. Ces produits-là sont fabriqués un peu à l'échelle mondiale, un peu partout. Tandis que les formes de spécialité sont plus commercialisées en Europe et ça coûte énormément cher pour des programmes comme les nôtres, des médicaments un peu, je dirais, subventionnés avec des accords avec l'Organisation mondiale de la santé. Alors, nous, en pratique, nous utilisons, pour ce qui concerne les formes génériques, nous utilisons 2 grandes formes en quelque sorte. Les médicaments dits de première ligne et les médicaments dits de seconde ligne. Les médicaments de première ligne, c'est ce que nous donnons à toute personne qui commence le traitement. Nous suivons son évolution. Si nous trouvons qu'il y a une certaine résistance qui ne répond pas mieux au traitement, nous passons maintenant aux médicaments de deuxième ligne. Ce sont des médicaments qui coûtent un peu plus cher par rapport aux médicaments des premières lignes. Alors, ça peut être aussi le fait que le malade avait interrompu le traitement ou quoi. C'est comme ça qu'il y a ces 2 types de médicaments.
avec plusieurs variétés aussi des molécules. Docteur, comment prend-on les ARV? Quelle quantité? Combien de fois par jour? Avant, c'était des médicaments qui se prenaient en plusieurs doses, matin, soir, à midi. Il y avait aussi des médicaments, quand je parle de la trithérapie, ça veut dire l'association de 3 médicaments. Il fallait prendre 3 comprimés, tu vois les paquets, après à la fin de la journée, ça fait beaucoup de médicaments. Et heureusement que la science a évolué, on est arrivé à la forme unique, c'est-à-dire qu'un comprimé qui englobe 3 molécules. On les prend une seule fois par jour. Ça, c'est ce qui est le plus couramment utilisé maintenant. Mais la science évoluant, lors de la réunion de la conférence internationale qui s'est tenue à Paris, en France plutôt l'année passée, on a présenté une autre forme de médicament d'une prise unique par mois. C'est-à-dire qu'on donne ça à une personne, on l'injecte une fois, et ça reste dans le corps pendant 1 mois. Et donc, c'est chaque mois qu'on prend. Mais cette forme-là n'est pas encore commercialisée. Elle est encore en expérimentation. Et nous pensons que cette forme-là viendra soulager la prise quotidienne de ces médicaments, puisque prendre les médicaments tous les jours, à un moment donné, c'est assez difficile pour les malades. Alors, la difficulté est encore beaucoup plus aggravée chez l'enfant. Chez l'enfant, il y a 2 problèmes. D'abord, les formes pédiatriques que nous utilisons maintenant, ce sont des produits des adultes qu'on a coupés et qu'on a préparés pour les enfants. Ce qui fait que dans la prise, ça n'a pas un bon goût. Et ceci pose beaucoup de problèmes d'acceptation des médicaments chez les enfants. Les formes pédiatriques, ça pose énormément de problèmes. Et c'est comme ça qu'un plaidoyer de haut niveau est tenté de se faire et les firmes pharmaceutiques sont déjà lancées là-dessus pour faire sortir des formes pédiatriques adaptées aux enfants, au goût des menthes ou d'autres saveurs que l'enfant peut très bien accepter, ou des formes où on met dans la bouillie et l'enfant prend ça sans se rendre compte qu'il est tenté de prendre des médicaments. Et ça, ce sont des formats qui sont en expérimentation cette année. D'après les dernières nouvelles que nous avons avec les firmes pharmaceutiques, on pourra sortir ce genre de produits pour des enfants. Est-ce que la prise des ARV est la même chez la femme enceinte? Nous avons une stratégie que nous appelons la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, qui est maintenant utilisée à grande échelle pour arriver à l'élimination de la transmission du VIH chez l'enfant d'une mère séropositive. Quand une femme est enceinte, dès le premier trimestre, on fait le test de dépistage pour savoir si elle est séropositive. Dès qu'elle est séropositive, on la met directement sous traitement. Son conjoint aussi ou son partenaire masculin doit aussi être dépisté et s'il est positif, on le met aussi directement sous traitement ARV. Docteur, est-ce que la prise de ces produits occasionne des effets secondaires sur les patients? Évidemment, comme la majorité des médicaments, il y a des effets secondaires qui surviennent. C'est pour cela que quand une personne est mise sous ARV, il faut vraiment qu'il ait une bonne alimentation pour pouvoir lutter contre ces effets secondaires. Les effets sont divers, que je ne vais pas citer ici. Et c'est pour cela d'ailleurs que on recommande la prise précoce. Donc, dès qu'on dépiste la personne séropositive, on le met sous traitement quand il est encore très fort pour pouvoir mieux résister aux effets secondaires que procurent les ARV. Et c'est comme ça qu'aussi, quand on instaure les traitements, quand on commence les traitements, il y a des visites rapprochées chez le médecin pour pouvoir déceler tous ces signes-là, mettre d'autres traitements en route quand il y a des éruptions ou autres pour qu'on puisse minimiser les effets secondaires. Y a-t-il des interdits quand on prend les ARV? Par exemple, consommer l'alcool, fumer, manger certaines choses? Vous savez, quand on se trouve dans une maladie chronique comme ça, il est conseillé à tout malade d'avoir une vie décente, d'avoir une vie qui ne l'expose pas à d'autres maladies, qui ne fragilise pas son corps. Notamment la prise d'alcool, fumer, qu'elle ne soit pas exposée à d'autres maladies.
Donc il y a déjà un problème très compliqué, il ne faut pas venir compliquer encore avec un autre tableau. Sinon, ce sont des personnes qui vivent normalement, ils peuvent faire le sport, ils peuvent travailler, ils peuvent faire ce que tout le monde fait. Quand on prend 6 mois après le traitement bien suivi, on ne retrouve même plus le virus dans le corps, ce qu'on appelle la charge virale indétectable. Quand on fait la prise de sang, on recherche le virus, on n'arrive plus à voir le virus. Le virus n'est pas totalement éliminé puisqu'il est caché dans des cellules. Mais libre comme ça, on ne le trouve plus. Donc il faut qu'il ait quand même une vie décente pour se donner plus de chances de survie. Avez-vous déjà noté des cas de résistance du VIH aux ARV chez certains patients, des malades chez qui les ARV ne fonctionnent plus normalement? Bon, il y a toujours un pourcentage de ceux qui ne répondent pas aux médicaments. C'est comme ça que je vous ai dit que quand on instaure le traitement, on fait le suivi biologique. On suit les malades pour voir quelle est sa réaction vis-à-vis dans la prise de ces médicaments. Il y a 2 paramètres qu'on suit. On regarde le nombre de CD4, de cellules qui assurent la défense de notre corps, qu'on appelle le système immunitaire. On voit s'il y a une reprise et une remontée en nombre, en ce qui concerne le CD4. On regarde aussi si le médicament arrive à éliminer le virus, donc la diminution de la charge virale. Donc si les 2 paramètres croisés là évoluent bien, ça veut dire qu'il a répondu au traitement. Mais il y a des personnes qui ne répondent pas à ces traitements. C'est comme ça que nous avons d'autres molécules, c'est-à-dire qu'on passe par exemple au traitement de la seconde ligne, deuxième ligne, mais aussi des personnes qui abandonnent le traitement. Vous savez que chez nous ici, nous avons plusieurs personnes qui assurent le traitement ou la guérison des malades. Il y a les médecins, il y a les tradipraticiens, il y a aussi le religieux. Alors, vous pouvez tomber chez un religieux ou un tradipraticien qui dit que avec ce que moi j'ai fait, des prières que j'ai fait, la délivrance que j'ai fait, les médicaments traditionnels que je vous ai donnés, vous êtes guéris. Alors, quand on abandonne la prise des ARV pour des guérisons qui ne sont pas évidentes, on développe à ce moment-là une résistance à ces médicaments-là. Ce qui veut dire que quand vous allez reprendre le traitement, si vous étiez dans la première ligne, ces médicaments-là ne vont pas réagir convenablement puisque dans l'entretemps, le virus a changé de forme. Donc il faut changer, il faut passer à d'autres molécules et voire même recourir à des médicaments de spécialité et qui sont encore beaucoup trop chers pour le virus. Alors, nous suivons ce qu'on appelle la pharmacovigilance, la pharmacosurveillance. On suit la conservation des médicaments. Si ces médicaments sont bien conservés, ne pas exposés au soleil et tout ça. Si ces médicaments ne sont pas périmés, nous devons suivre tout ça. C'est important de les suivre et de détecter cela pour changer vite le traitement et donner la chance aux malades ou à la personne qui prend les ARV d'éviter les conséquences fâcheuses. Nous remercions le docteur Bossiki qui était au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. La bonne observance, c'est-à-dire la prise régulière des médicaments par le patient, est indispensable au succès du traitement ARV. Il revient au patient de s'imposer une discipline dans la prise du médicament et une bonne hygiène de vie pour éviter des maladies opportunistes. Mais est-ce évident? Écoutons le témoignage de Kapatala Mbafumoja, un homme vivant avec le VIH en RDC. Il est au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. Mon nom c'est Kapala Mbafumoja et j'habite à Beni, au nord Kivu, précisément à l'est de la RDC. Ça fait combien de temps depuis que vous êtes soumis aux antirétroviraux, si ce n'est pas un secret? Oui, ce n'est pas un secret. Ça fait au moins pas moins de 10 ans que je prends les antirétroviraux. Et comment se passe la prise en charge des ARV? Vous prenez les médicaments combien de fois par jour et à quel moment? Oui, depuis que j'avais commencé à prendre les médicaments, c'est conseillé parce que nous faisons souvent des séminaires. C'est chaque jour, journalièrement, je prends les médicaments une seule fois. Et il faut respecter le temps.
C'est pas à dire que c'est une seule fois la journée que je peux prendre à n'importe quel moment. Moi, je prends les médicaments chaque jour à 12 heures juste. Quel type d'ARV pensez-vous en ces moments? Est-ce que la prise en charge a changé depuis des années que vous prenez les médicaments? Si oui, quels changements ont eu lieu dans votre manière de prendre ces ARV? Oui, depuis que j'avais commencé de prendre les ARV, ça fait au moins, je suis de la 3e classe d'abord. Parce que il y a des classes qu'on passe et de la 1re classe, 2e classe, 3e classe. Maintenant, moi, je suis de la 3e classe et je prends les médicaments dénommés antiprotéases de la 3e classe. Oui. Et cela a changé quoi dans votre vie depuis que vous prenez les antirétroviraux? Oui, les antirétroviraux nous aident, nous, les gens qui portaient des VIH, ça nous aide seulement à donner les anticorps dans notre corps. Parce que si ça fait au moins un peu de temps que nous ne prenons pas ça, nous sommes un peu fatigués, vous sentez des malaises dans le corps humain. Oui. Et vous est-il arrivé d'oublier de prendre des ARV? Si oui, comment avez-vous fait par la suite? Oui, il y a un bon moment que j'avais oublié de prendre les médicaments. Et j'étais obligé, on nous conseille souvent s'il y a un problème, il y a une rupture. Par exemple, vous avez oublié de prendre les médicaments, il faut aller voir le médecin. Je suis allé voir le médecin, on m'a dit non, oui c'est un problème, mais on a essayé d'anticiper au moins les médicaments pour que je sois à la page vraiment. Oui. Et avez-vous parfois manqué des ARV du fait des ruptures des stocks dans les hôpitaux et les pharmacies? Si oui, comment avez-vous fait ensuite? Avez-vous toujours eu gratuitement ou obtenu les ARV ou il vous est arrivé de les acheter? Oui, dans 10 ans que j'avais commencé à prendre les ARV, j'ai déjà manqué le médicament une seule fois. Et les stocks étaient terminés. J'étais obligé d'appeler les amis, leur famille. Et on a essayé de voir en Ouganda comment est-ce qu'on peut me donner le médicament. Et je les ai eu. Oui, et parfois, on m'a dit qu'on les a donnés gratuitement, mais la personne qui m'avait amené ça, il a dit qu'il avait payé ça. Oui. Et avez-vous des interdits du fait des ARV, des choses que vous ne faites plus, ne mangez plus, ne buvez plus, parce que vous prenez des ARV? Oui, il y a des choses qu'on nous interdit, surtout les relations sexuelles, et de prendre l'alcool, et aussi d'éviter de faire les travaux lourds et aussi les travaux qui ont un peu de chaleur, c'est-à-dire fabriquer des beignets. Oui, c'est ça. Nous remercions Kapatala Mbafumoja pour son témoignage. Ajoutons à l'intention des personnes vivant avec le VIH ces astuces que les spécialistes leur conseillent pour ne pas oublier de prendre ces médicaments. Il faut ranger ces médicaments toujours à la même place pour ne pas avoir à les chercher. Il faut programmer, par exemple, une alerte automatique sur son téléphone ou sur son ordinateur. Il faut également prévoir des médicaments sur soi lorsque l'on n'est pas certain d'être chez soi au moment de la prise quotidienne. Il faut enfin surveiller son stock de médicaments afin de ne pas tomber à court. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos questions de santé. Notre consultant, le docteur Aman Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur, je m'appelle Claudine Kazembe. Je vis en ville de Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Que faire lorsqu'on est mordu par les serpents? Lorsqu'on a été mordu par un serpent et qu'il y a confirmation de la morsure et surtout de l'envenimation, à savoir de l'injection du venin par le serpent, cette confirmation se fait par l'existence d'une douleur vive au point de morsure associée à un œdème, un gonflement et à une modification de la peau en regard du membre mordu. Lorsqu'on a ces constats, on est en présence d'une morsure de serpent avec envenimation. Parce que toutes les morsures de serpent ne s'accompagnent pas forcément d'une envenimation, du fait que le serpent peut ne pas avoir préparé son attaque lors de la morsure, et donc on n'a pas pu injecter
le venin ou tout simplement que ce serpent-là n'est pas un serpent venimeux. Mais lorsqu'on est en présence d'une morsure de serpent avec envenimation, à savoir injection de venin, il faut immédiatement pratiquer un certain nombre de gestes. J'ai listé ici 5 gestes qu'il faut faire. Le premier geste, c'est que la victime s'allonge. Elle doit s'allonger juste après cette morsure-là pour être vraiment au calme, bouger le moins possible parce que tous les mouvements de la victime vont favoriser la propagation du venin dans l'organisme. La deuxième chose, c'est que l'endroit mordu soit lavé abondamment avec de l'eau et du savon, suivi d'une désinfection de la plaie, de la morsure, par un désinfectant. Il faut vraiment laver abondamment, ça permet déjà d'éliminer une partie du venin et puis désinfecter pour limiter l'infection. La troisième chose, c'est faire un pansement qui doit être fait au niveau de la zone mordue, au niveau de la plaie de morsure. Ce pansement doit être un tout petit peu serré et puis dans un deuxième temps, il faudra immobiliser le membre qui a été mordu car la mobilisation accélère la circulation du sang et cette circulation du sang-là favorise la propagation du venin. Donc c'est important de faire un pansement serré suivi d'une immobilisation de ce membre-là. La quatrième chose, c'est refroidir vraiment l'endroit qui a été mordu par une vessie de glace. Il suffit de mettre des glaçons dans un sachet en plastique et puis poser à l'endroit mordu car le froid calme la douleur et le froid a aussi cette propriété de ralentir la propagation du venin dans l'organisme. Et enfin, le cinquième geste à faire immédiatement, c'est de transporter la victime vers une formation sanitaire afin qu'elle soit prise assez rapidement par le personnel médical. Cette victime doit être transportée allongée, le membre mordu immobile et bien évidemment surélevé. Voici ce qu'il faut faire lorsqu'on a été mordu par un serpent et surtout lorsqu'il y a envenimation, à savoir injection de venin suite à cette morsure. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Munezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, vous pouvez regarder la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la prise des médicaments antirétroviraux pour combattre le virus du sida. Des médicaments qui existent sous diverses formes et que la personne vivant avec le VIH doit prendre à vie. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Bossiki Bernard. Il est le secrétaire exécutif adjoint du programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il nous a expliqué comment prendre ce médicament et ce qu'il faut faire si le traitement n'est plus efficace. Nous avons également écouté le témoignage de Kapalata Mbafumoja, un homme vivant avec le VIH à Béni en RDC. Il nous a raconté les bienfaits, les contraintes et les difficultés qu'il rencontre depuis qu'il prend les ARV. Nous leur disons merci. Nous disons également merci à Firmin Koyaoda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci également à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smoussi à Béni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Cedric Franklin qui était à la console. À la présentation, c'était Rosine Munezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique.
Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.